frôler le désastre. C'est pas vrai! Comment des randonneurs perdus à plusieurs kilomètres de la civilisation ont-ils évité une mort certaine? Et comment un groupe de touristes a-t-il survécu après être devenu la cible d'un pachyderme? Mais tout d'abord, une aventure qui se transforme en véritable cauchemar. Je m'appelle Robert Jan van der Kaai. Je vis à Amersfoort, aux Pays-Bas. Je suis motard depuis 5 ans maintenant. Pour moi, la moto a toujours été synonyme de liberté. J'aime le risque et sentir l'explosion d'adrénaline face aux situations dangereuses. Le besoin de liberté et le goût du danger de Robert s'illustrent même pendant ses vacances. J'aime repousser mes propres limites, surtout en vacances, histoire de déterminer jusqu'où je suis capable d'aller et vivre à fond. En 2015, Robert décide d'aller plus loin que jamais et de plonger dans la plus incroyable aventure de sa vie. J'ai eu l'idée de rouler jusqu'à l'autre bout du monde. J'ai chevauché ma fidèle moto et mis le cap vers l'Orient. L'objectif de Robert est l'Inde, à 7000 km de sa ville natale. Parti des Pays-Bas, il a traversé 14 pays avant d'arriver à destination. Et une fois sur place, il décide de se fixer le défi ultime. J'ai voulu monter jusqu'à Jammu, qui est la porte d'entrée vers l'Himalaya. L'Himalaya est une des plus grandes et des plus dangereuses chaînes de montagnes au monde. Le périple himalayen de Robert débute dans la vallée de Pangui. Dans la vallée de Pangui se trouvent les plus dangereuses routes du monde. Ce sont juste d'étroits sentiers vaguement sculptés à flanc de montagne et en bas, c'est le vide total. C'est très impressionnant. À plusieurs reprises, ma roue avant a dérapé et je me suis trouvé à quelques centimètres de ne pouvoir témoigner de mon expérience aujourd'hui. Robert doit absolument rester concentré pour franchir cette route. Mais au milieu de nulle part, tout peut arriver. Au nord de l'Espagne, le motard russe Alexander profite de la route panoramique longeant le massif de Montseny. Il roule tranquillement jusqu'à ce qu'un virage un peu trop serré ne l'envoie dans le décor. Il va dévaler le long de la colline. Par miracle, il s'en sortira indemne. Mais grimper jusqu'à la route lui demandera beaucoup d'efforts. Sur les routes américaines... C'est Los Angeles. Génial! Un père et son fils sont enthousiastes à l'idée de croiser un gang de motards bien connu. Mais très vite, l'excitation baisse de plusieurs crans. Oh! Il se passe quoi? La vitre est cassée! N'aimant pas être filmés, les motards le font savoir. Ils sont fous! Au Guatemala, un couple de touristes se balade tranquillement sur la route menant au village de San Pedro de la Laguna. Quand un individu tout de noir vêtu apparaît face à eux. Et un second à leur droite. J'y crois pas. Ces voleurs masqués sont armés et donc dangereux. D'accord, d'accord. À l'aide d'une machette, l'un d'eux subtilise le sac attaché à la moto. Et l'autre s'empare des bijoux des victimes en les menaçant d'une arme à feu. Après avoir obéi, ils sont libérés. Et extrêmement choqués de ce qui vient de leur arriver. Retournons au cœur de l'Himalaya, où Robert a survécu aux terribles routes de la vallée de Pangui. Mais son trajet est loin d'être terminé. Je savais qu'après Pangui, j'allais devoir franchir Rotang, qui est le col le plus élevé. Au programme, de la boue, du vide, des glissements de terrain et de la neige. Il n'est pas surprenant que ce passage signifie en indien la pile de cadavres. Du fait de la sévérité des tempêtes de neige hivernale, cette route de 50 km n'est ouverte que du mois de mai au mois de novembre. Et malheureusement pour lui, Robert a prévu de l'emprunter au pire moment. La route était sur le point de fermer. Je savais que je devais me dépêcher parce qu'en cas de chute de neige, la route serait impraticable et dangereuse. J'ai croisé les doigts. En vain, car peu de temps après s'être engagé sur la route, les conditions climatiques empirent rapidement.
Quand je suis arrivé sur la route du col, il ne neigeait qu'un petit peu, mais la route devenait de plus en plus glissante. Plus j'avançais, plus les chutes de neige gagnaient en intensité, et je ne pouvais pas faire demi-tour parce que la route était en descente, et donc encore plus dangereuse. Je devais continuer de monter. Je n'avais pas le choix. Je suis tombé une première fois de manière inattendue. Je me suis fait un peu mal, mais j'étais encore motivé. Au bout de la 6e chute, je n'avais plus aucune énergie. Je n'arrivais plus à conduire la moto. Malgré ses efforts, Robert tombe encore et encore. Retourner en arrière étant impossible, il continue tant bien que mal d'avancer. Je devais continuer de rouler. J'essayais au mieux d'anticiper les virages suivants que je pouvais à peine voir et les sections de route dangereuses susceptibles de me coûter la vie en cas de glissade. Je ne me suis permis aucune pause. J'ai continué d'avancer. Et au loin, j'ai enfin vu un signe de vie. J'étais rassuré. Soulagé, Robert croise d'autres véhicules bloqués sur la route. Dans l'impossibilité d'avancer, il va pouvoir se protéger de la tempête dans l'un d'eux. Mais la nuit est sur le point de tomber, et il va comprendre que son calvaire est loin d'être terminé. Passer une nuit à Rotang est extrêmement dangereux parce que les températures nocturnes y sont mortelles. Les forces de police sont venues nous dire qu'on devait évacuer les lieux. On a donc abandonné les véhicules pour descendre la montagne à pied. 10 kilomètres de marche nous attendaient. Le froid était impitoyable. Je devais me concentrer pour simplement mettre un pied devant l'autre. Je devais continuer d'avancer car c'était le seul moyen d'échapper à ce piège mortel et de ne pas mourir congelé. Robert et ses compagnons d'infortune vont atteindre un petit village situé à flanc de montagne, où ils vont se reposer durant la nuit. Le lendemain, Robert doit se charger de sa moto. Le lendemain matin, je suis remonté avec des militaires et 2 hommes en 4x4 m'ont proposé d'installer ma moto à l'arrière de leur véhicule. On a vaincu la montagne ensemble. Aidé par des habitants locaux, Robert parvient finalement à franchir le col de Rotang et aller au bout de son aventure. Mon voyage aura duré 81 jours. J'ai effectué un total de 17 086 km. Ces moments dangereux m'ont permis d'en apprendre plus sur moi. En tout cas, je recommence dès que j'en ai l'occasion. Voici le chirurgien Uwe Sido. Fraîchement retraité, il en profite pour visiter les 4 coins du globe en compagnie de sa femme, Julia. On a fait la Chine, la Thaïlande, l'Inde, l'Amérique du Sud, du Nord, l'Europe. J'ai fait le monde entier. À l'époque, sur sa liste de projets de voyage figure un safari. Lorsque des amis lui proposent un voyage groupé au Botswana, il saute sur l'occasion. Le Botswana est un pays fantastique. Des animaux que l'on ne voit nulle part ailleurs y vivent. J'étais très excité par ce voyage. Une fois sur le sol africain, Uwe et ses amis s'arment de leurs appareils photo pour capturer sur pellicule la faune locale. Assister de visu au spectacle de la nature est un véritable privilège. J'ai vu des buffles, des girafes, des zèbres. C'était fantastique. Puis on est arrivé face à un groupe d'éléphants. 135 000 éléphants ont été recensés au Botswana. C'est le pays d'Afrique abritant le plus de ces pachydermes. Au détour d'un arbuste, on a vu ce troupeau composé d'une dizaine d'éléphants. Notre guide a arrêté la voiture, a coupé le contact et nous a expliqué la vie des éléphants et leur système de vie sociale. C'est un groupe de femelles. Dans la structure sociale des éléphants, on trouve souvent une femelle dominante protectrice. C'est une société exclusivement basée sur le matriarcat. Et si la matriarche sent que les petits de la harde sont en danger, elle charge sans aucune hésitation. Les amis d'Uwe, qui ont déjà plusieurs safaris à leur actif, savent que les éléphants menacent souvent de charger, mais ne le font en réalité que très rarement. Il me disait que les éléphants courent vers nous, barrissent, mais s'arrêtent à une dizaine de mètres devant la voiture, puis rebroussent chemin. Je n'avais pas à m'inquiéter d'une quelconque attaque. Et je n'avais pas peur du tout. Les éléphants sont considérés comme d'adorables géants à tort car ils sont très dangereux.
Responsables de près de 500 morts par an, ils sont plus meurtriers que les requins et les lions. À l'ouest de la Thaïlande, un groupe de touristes rencontre un troupeau d'éléphants dans la forêt tropicale. Mais l'un d'eux n'est pas heureux de leur présence et le fait savoir. Ils reculent aussi vite que possible. Mais l'animal les rattrape. Et il utilise sa force brute pour faire comprendre au groupe de ne plus jamais empiéter sur ses plates-bandes. Au parc national de Kruger, ce groupe de touristes tombe sur une harde qui décide d'attaquer. Faire du bruit est généralement le meilleur moyen de les éloigner. Comme le savait ce guide qui a sauvé ses clients du danger, voire de la mort. Génial. Dans le parc national de Pilanesberg, en Afrique du Sud, cette voiture est bloquée par une vedette locale, Amarula, le plus massif éléphant du parc, surtout connu pour ne pas apprécier les voitures, au point de les retourner. Il remue les oreilles, il est énervé. C'est pas rassurant. Les touristes font marche arrière, mais Amarula a repéré la voiture et se dirige vers elle. Pas trop vite, il pourrait nous charger. Sérieux, on va mourir. On va mourir. Le conducteur s'arrête et coupe le contact en espérant ne pas provoquer la colère d'Amarula. C'est pas possible. Je crois qu'il va nous tuer. Mais l'animal de 5 tonnes s'est levé du mauvais pied. Non. On fait quoi? Tu veux faire quoi? Personne ne sera blessé, mais la voiture ira directement à la casse. Retournons au Botswana, où Uwe et ses amis se retrouvent nez à nez avec une harde d'éléphants. Ce sont deux familles différentes. Que des femelles. Mais une des femelles semble en colère et commence à charger. Bizarrement, la première réaction d'Uwe, c'est l'enthousiasme. Sur le moment, j'ai trouvé ça génial. J'étais persuadé que ça n'était que de l'intimidation de sa part. Mais l'éléphante est décidée à en découdre. Je l'observais par le biais de ma caméra. Elle approchait de plus en plus. J'ai commencé à me dire que ça sentait un peu le roussi quand même. Et j'entendais ma femme à mes côtés qui semblait sérieusement s'inquiéter. Mais non. Mince. Et c'est au dernier moment que j'ai compris la véritable ampleur du danger. L'éléphant a chargé la voiture à toute vitesse. Une de ses défenses a transpercé la carrosserie pour arriver à 20 cm de mon ventre. Quand l'animal a levé la tête, sa défense a explosé en plusieurs morceaux. J'avais des bouts d'ivoire partout. Les défenses d'éléphants peuvent facilement tuer un être humain. Il suffit juste de prendre en considération la force et la vitesse auxquelles un éléphant est capable de charger. Il peut y avoir 3 tonnes de poids derrière des défenses. Lancées à toute vitesse, elles peuvent percer une voiture et donc, très facilement, un être humain. En 2 secondes, l'éléphant a renversé la voiture. C'était dingue. Je me suis retrouvé allongé sur le dos avec les jambes en l'air. J'avais peur que l'éléphant en charge de nouveau. Le groupe d'amis a peur. Mais l'éléphante va finalement s'éloigner et laisser Uwe contempler l'ampleur des dégâts. Je suis passé de touriste à médecin. J'ai tout de suite vérifié que tout le monde allait bien et qu'il n'y avait pas de blessés. Beaucoup de bleus et de bosses pour tous. Mais l'amie d'Uwe, Rosie, sera la plus touchée. Elle avait une profonde plaie au niveau du front et saignait beaucoup. Elle se plaignait aussi du dos. Le groupe retourne à son campement, où le docteur Uwe va soigner les blessures de Rosie. Un ami tenait une lampe torche pour que je puisse lui faire des points de suture. C'était dingue. Rosie sera héliportée à l'hôpital, où les médecins découvriront plusieurs vertèbres cassées. De son côté, Uwe a tenté de comprendre le comportement de l'animal. Je pense que c'est arrivé parce qu'il y avait un bébé dans le troupeau. La matriarche a dû penser que la voiture allait attaquer le petit et c'est pourquoi elle a chargé sans raison apparente. Elle a voulu protéger son groupe et tenir son rôle.
J'ai vraiment eu de la chance. 20 cm de plus, je ne serais pas là pour témoigner, c'est certain. Voici Marta Breto et Paco Rosés, deux photographes originaires de Barcelone qui partagent une passion pour un style de voyage bien particulier. Pour moi, le lieu de vacances idéal, c'est un endroit très lointain sans personne autour. J'adore les endroits inconnus des touristes. C'est dans ce genre d'endroit qu'on vit de véritables aventures. N'étant clairement pas des touristes typiques, Marta et Paco ont eu la chance de visiter certains des endroits les plus isolés de la planète. On a fait par 2 fois les fjords d'Islande. On a fait la Laponie, en Finlande. C'est l'endroit le plus isolé d'Europe. On est aussi allé au Pakistan. Ayant déjà visité le Pakistan, Paco souhaitait absolument y retourner. J'adore le Pakistan parce qu'il n'y a pas de touristes et on y trouve de magnifiques chaînes de montagnes hautes de 6000 mètres. On est seul au monde, c'est très intimidant. Les deux amis partent donc au Pakistan avec pour objectif d'accomplir une randonnée de 15 jours au cœur des montagnes locales. On a rencontré notre guide et on lui a dit qu'on voulait visiter un endroit où personne ne va jamais. Il nous a parlé de la vallée de Chapursan, qui est un endroit très difficile d'accès et très éloigné de la civilisation. C'est même pas sur la carte. On serait les premiers touristes à s'y rendre en 6 ans. On voulait clairement y aller. La vallée de Chapursan se situe au nord du pays, à proximité des frontières avec la Chine et l'Afghanistan. Elle est entourée de montagnes et de glaciers, donc à l'abri des touristes. C'est la destination idéale pour les deux aventuriers ibériques. L'endroit est très isolé. Il n'existe aucune carte de cette zone. Après un trajet depuis Islamabad, les deux amis arrivent à la vallée accompagnés de leurs 3 guides locaux. L'aventure peut débuter. Chapursan est un endroit magique. C'est une énorme vallée entourée de gigantesques montagnes couvertes de neige. On est seul. Il n'y a personne aux alentours. Juste des pierres. Beaucoup de pierres. À cause des rochers, il était difficile d'avancer. Si on posait un pied sur une pierre qui glissait, alors on glissait aussi. Le danger de ce genre d'endroit est qu'il n'y a aucun médecin à proximité en cas de problème. Tu glisses, tu trépasses. On reste toujours sur nos gardes. Mais il n'y a pas d'aventure sans risque. Pour Marta et Paco, se trouver dans un endroit où très peu de personnes ont déjà mis les pieds lui donne un charme incomparable.